Salut à tous, salut Théo. Salut Baptiste. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Souleymane, qui est un film donc de Boris Lotkine, qui est sorti le 9 octobre. Et donc, c'est l'histoire évidemment de Souleymane, qui est un jeune homme venu de Guinée-Conakry. Il est en France, on imagine, depuis quelques semaines. Et dans 48 heures, il a un entretien très important pour obtenir l'asile en France. Et donc le film se déroule durant les 48 heures qui précèdent l'entretien. C'est un film qui avait eu à Cannes une très belle réception. Et c'est vrai que c'est un film qui se veut assez saisissant. Théo, est-ce que tu as été saisi ? J'ai été saisi, Baptiste. Non, mais c'est presque un peu trivial de commencer par ça, mais pour moi, il faut vraiment s'y arrêter. La réussite du film, une des réussites du film que j'ai beaucoup aimé, c'est l'attachement créé avec son personnage principal. Et ça peut être vraiment bateau de le dire, mais quand on constate le nombre de films qui n'arrivent pas à faire ça, c'est important de s'arrêter dessus pour voir pourquoi c'est réussi. Et pour moi, vraiment une des clés de cette réussite, c'est l'effort documentaire qui a été fait dans le travail de restitution de tout un tas de détails qui sont distillés comme ça en passant dans les 48 heures de la vie de Souleymane, mais qui participent de la construction d'un univers qui le dépasse et qui, dans le même temps, le caractérise lui plus spécifiquement et nous permettent aussi de comprendre son état d'esprit. Donc il y a plein de choses. Il y a le fait que tous les soirs, toutes les nuits plutôt, ils sont plusieurs à mettre leur réveil très tôt pour réserver dès le lendemain, dès maintenant leur place dans le foyer. Le fait qu'il ait des embrouilles avec certains clients. Il y a une cliente quand il lui amène son Uber Eats qui lui dit qu'elle ne le prend pas parce que le sac est froissé. Il y a un moment, il doit aller chercher une pizza et évidemment le restaurateur en a rien à faire, qu'il ait besoin d'aller vite et du coup ça part en embrouille. Rien que le fait que le gars qui lui prête son compte Uber Eats parce que lui a des papiers alors que Souleymane n'en a pas, rien que le fait qu'il habite loin de Paris et que du coup, dans la vie de Souleymane où le temps est tout le temps aussi compté, mine de rien, le fait de se rendre chez lui, ça prend quand même beaucoup de temps. En fait, il y a plein de choses comme ça qui rendent le film, je trouve, assez réaliste, en tout cas vraiment dans la veine du réalisme social et qui participe de l'attachement qu'on a pour ce personnage qui, du coup, à l'écran devient vraiment... l'acteur qui par ailleurs n'est pas connu incarne du coup pleinement le personnage qu'est Souleymane. Il est crédible, quoi. Je le trouve hyper crédible. Ouais. Et pour moi, ça c'est vraiment une des grandes réussites du film. Oui, en fait c'est vrai que c'est tout sauf évident. On se dit le film social, tu mets une caméra à épaule comme c'est dans le film, tu suis quelqu'un qui a un quotidien un petit peu difficile, tu le rattaches, tu as un peu travaillé ta question sur qu'est-ce qui rend son quotidien difficile, hop, ça va faire un bon film. Non, en fait c'est quand même vraiment pas évident. Les frères Dardenne ou Kane Loach nous ont presque habitués à ce que ce soit facile, mais eux ils rendent ça facile, mais c'est tout sauf simple. Ils atteignent à une puissance et en même temps à une minutie dans la description sociale qui est extrêmement difficile. Vraiment difficile de lier les deux. Et il me semble que ce film aussi réussit aussi de ce point de vue-là. Je suis d'accord avec toi. Je trouve le film réussi. En fait, pourquoi ? Parce que déjà, c'est pas chaque personnage incarne une idée. Les idées dans le film, c'est la complexité du réel, c'est la nuance des différents personnages. Souleymane, il est à la fois quelqu'un de généreux, il peut être tour à tour généreux, il peut être tour à tour un peu égoïste quand il n'a pas le temps, il peut avoir des attentions, donc c'est quelqu'un de complexe et les personnages qui gravitent autour de lui le sont aussi. Il y a quelques exemples de personnages vraiment horribles, par exemple la fille que tu évoques qui reçoit le colis Uber Eats et qui dit non je le prends pas parce que tu l'as abîmé et qui se soucie même pas de l'état de Souleymane qui en fait aurait pu mourir littéralement 5 minutes avant. Mais effectivement, le programme, parce qu'il y a bel et bien un programme, mais il est plus que la somme de ses parties parce qu'il y a une vraie humanité qui irrigue le film. Comme tu dis, ça tient à énormément de détails là-dessus et
Et voilà, par exemple, le kebabiste qui lui donne un café, il reçoit aussi un bonbon à un moment donné d'une vendeuse dans un buffet asiatique. C'est des moments en fait qui peuvent comme ça paraître bateaux, mais en fait ils sont traités avec pudeur aussi, et donc par la bonne distance et par ce fourmillement de détails, il atteint à quelque chose d'assez riche. Ouais. Et notamment tout ce que ça amène aussi, tout ce que tu décrivais et tout le fourmillement de détails, ça amène quand même à un point essentiel de beaucoup de films qui se veulent sociaux, c'est du coup l'attention, plus loin, tension ouais. Du fait même de la vie hyper complexe du personnage. C'est-à-dire que sa vie est loin d'être un long fleuve tranquille, donc si tout se passe bien, si l'ingénierie du film arrive à nous intéresser suffisamment à son destin, normalement on est tendu. Et là il se trouve que, en tout cas pour ma part, j'étais vraiment très très tendu pendant le film, et j'ai l'impression que toute la salle l'était avec moi. Rien que, alors que c'est un événement qui se passe au tout début du film, quand il a son accident de vélo, j'ai senti toute la salle, au-delà de la surprise, que toute la salle était déjà dans un état où on sait qu'il faut pas qu'il lui arrive trop de trucs comme ça, parce que sa vie ne tient qu'à un fil en fait. Ouais. Et il y a vraiment quand même des scènes où la tension arrive vraiment à des sommets pas vus tous les jours, on va dire. Pour moi, les deux principaux, c'est le moment où il doit livrer une commande à un fourgon de policiers qui prennent un malin plaisir à... pour moi, c'est une scène de torture. Hein. C'est à la fois la torture du personnage de Suleiman et la torture des spectateurs, parce que il se joue de lui, il constate que le compte Uber Eats n'est pas à lui, donc il lui demande s'il a ses papiers, et lui, il a hyper peur, il a même les larmes qui montent aux yeux, je crois, à un moment. Mais ceci dit, cette scène, moi, là où je l'ai trouvée très bien aussi, c'est que combien de cinéastes, et moi je m'attendais à ça en voyant la scène débuter, auraient fait que les flics finissent par le molester, ou en tout cas lui infligent une forme de violence, etc. Alors il lui inflige une forme de violence plutôt symbolique, mais j'ai aimé que en fait effectivement ce soit une scène qu'on n'ait pas vue ailleurs, quoi. Pour le coup c'est une scène où en fait non ils savent bien qu'il est sans papier, mais ils savent pas le détail, donc ils lui font parler. Ils veulent quand même leur nourriture, donc ils le tiennent ils le gardent, voilà, c'est quand même eux qui ont commandé, donc bon ils sont un peu pris en porte-à-faux, et puis finalement ils finissent par leur envoyer plein de dédain, quoi. Mais rien que là-dessus, sur ce que tu dis, le film est sans doute beaucoup plus réaliste que tout un tas d'autres, oui. Parce que dans la violence que peut exercer l'État sur des individus comme Suleiman, on sait très bien que souvent la violence est aussi largement psychologique, par ailleurs elle peut être aussi symbolique, mais elle ne se manifeste pas toujours par des faits de violence physique. Oui, bien sûr, ça aurait été la facilité. Voilà, c'est ça. Même si elle existe aussi, hein, bien sûr qu'elle existe. Mais... Voilà, non, mais c'est ça, mais des gens qui pourraient défendre un peu le traitement policier de personnes comme Suleiman peuvent dire souvent « Ah non, mais ça va, des cas de violence physique, il n'y en a pas tant que ça. » Peut-être, mais il y en a déjà pas mal, mais en plus, c'est loin d'être que ça, et cette scène, pour moi, le montre hyper bien, parce qu'on n'est vraiment pas bien avec Suleiman dans ce moment-là, quoi. Et donc, bon, pour moi, ça c'est vraiment une très bonne scène de tension, et c'est pas évident de savoir pourquoi ce film-ci arrive à nous maintenir dans un tel état de tension. Je pense qu'une des clés, c'est le fait qu'on sent bien que même s'il y a une fraternité qui peut se nouer entre Suleiman et les demandeurs d'asile comme lui, ou juste les gens qui sont à la rue, qui sont au foyer du SAMU social, etc. Mais on sent aussi que c'est un peu la compétition et qui sont tous les uns contre les autres, quoi. Il y a notamment un gars à un moment qui, dans une espèce de salle de bain, dit à Suleiman: je suis arrivé avec un de mes potes, on a déposé notre dossier de demande d'asile le même jour, c'était le même dossier, lui il a été pris et pas moi. Avec la même histoire derrière. Voilà, avec la même histoire. Et même, enfin voilà, quand il se réveille, je le disais tout à l'heure, il se réveille hyper tôt pour avoir leur place pour le lendemain dans le foyer. En fait, on sent qu'on est en tension pour Suleiman aussi, parce que il n'est jamais vraiment tout le temps, il n'est jamais vraiment avec des amis en fait. Quand bien même ils sont amis, ils sont tout le temps aussi en compétition les uns contre les autres. Et ça, mine de rien, ça amène un niveau de tension qui est quand même assez, vraiment hyper appréciable, je trouve. Oui, et cette tension, c'est parce que elle travaille la question du temps. On a dit qu'il n'avait que 48 heures avant son entretien. D'ici son entretien, il doit récupérer ses documents. Pour récupérer ses documents, il faut qu'il paye la personne qui lui fournit les documents qui prouvent, en gros, qu'il est un militant politique. Et
cette question du temps, elle est aussi dans sa manière de gagner de l'argent, puisque Uber Eats, évidemment, je ne vous fais pas un dessin, mais c'est une des entreprises les plus oppressantes pour ses salariés. Et puis, enfin, c'est pas des salariés, mais en fait, justement, il y a une bataille juridique autour de ce statut-là. Mais il n'a pas le temps, il doit enchaîner les commandes pour pouvoir avoir assez d'argent pour avoir ensuite son dossier. Et il doit en plus reverser une petite partie, enfin même une assez grosse partie à celui qui a le compte, qui lui a des papiers, parce que lui sinon n'aurait pas le droit de s'inscrire sur la plateforme. Et donc il y a cette question du temps avec Uber Eats. Les personnes qui gravitent autour de lui, pareil, elles n'ont pas le temps. Lui n'a pas le temps de fournir des conseils aux gens qui veulent aussi s'inscrire sur la plateforme ou acheter un vélo, alors que c'est des étapes lui-même qu'il a franchies, donc il aurait pu avoir l'empathie, mais c'est pas une question d'empathie ou de morale à ce moment-là, c'est juste que lui, le pauvre, il peut pas, il a vraiment pas le temps, effectivement, et ça se joue pour lui à quelques minutes, cette histoire. Et on lui dit d'ailleurs en permanence qu'il est en retard. Oui, on lui dit qu'il est en retard pour le foyer, il arrive à chaque fois en retard, et d'ailleurs ça va finir par le fait qu'une nuit il n'arrive pas à temps, et donc il passe la soirée dehors, la nuit dehors. Et en fait, c'est vrai qu'avec cet instrument du vélo, dans un film social, ça m'a fait penser au voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, qui est un film des années 50. Mais en fait, là où dans le film de Sica, l'instrument clé c'était le vélo, si tu te le fais voler, t'es mort. Là, en fait, il n'a même pas besoin de se faire voler son vélo pour ressentir la tenaille du système social. Là, c'est le temps lui-même qui se charge d'être l'étau en question. Et voilà, il est rapidement dans la mouise juste parce qu'il doit enchaîner différentes étapes dans un temps qui est un peu inhumain. Alors après, il arrive tout de même, de manière presque un peu miraculeuse, à cet entretien. Ce qui est marrant, c'est que le film, lui aussi, est dans une hyper bonne gestion du temps. C'est-à-dire que Suleiman doit gérer son temps, l'optimiser contre vents et marées. Mais une autre des grandes réussites du film, c'est vraiment la gestion, principalement par le montage, mais aussi par la mise en scène, mais la gestion du temps du film. Et il faut absolument qu'on reparle de cette scène d'entretien final, parce que elle est quand même vraiment notable. Combien de fois a-t-on vu des scènes aussi tendues dans le cinéma contemporain ? On n'en a pas vu tant que ça, mine de rien. Et ça vient peut-être déjà de l'esthétique un peu plus générale du film. C'est pas toujours exactement ça, mais il y a un peu une bipartition entre des moments en extérieur qui sont assez nerveux, ne serait-ce que parce que souvent c'est parce qu'on le suit sur son vélo, et des moments en intérieur qui sont plus calmes. Et là, on est typiquement dans un moment calme à l'intérieur, il n'y a même pas de bruit ambiant, c'est des plans plutôt longs, il n'y a pas de musique. Et en fait, la scène est peut-être la plus passionnante de tout le film. En plus, parce que, mine de rien, depuis le temps, on commence vraiment à s'être attaché au personnage. Du coup, quand il rentre dans la pièce, on est un peu derrière lui, quoi. On est en mode vas-y, Suleiman défonce tout, quoi. Mais pour moi, cette scène, elle montre très bien que là, on a affaire à un réalisateur qui, en tout cas pour ce film-là, a bien conscience qu'au-delà d'être un thème traité dans son film, la question du temps est une question cruciale dans la dilatation de la tension aussi. Et en l'occurrence, pour moi, cette scène de l'entretien est vraiment peut-être la meilleure réussite du film, et en tout cas ce qui me restera le plus longtemps de ce film-là. D'autant que moi, j'ai l'impression que c'est une scène qui est plutôt triste, parce que la manière dont je le vois, c'est qu'en fait, en lui faisant croire que Suleiman devrait raconter sa vraie histoire pour que ça aide son dossier, en fait, la femme de l'administration est en train de le piéger. C'est-à-dire qu'en fait, il va raconter sa vraie histoire, donc non seulement on saura qu'il a menti auparavant, mais en plus on saura qu'il ne demande pas vraiment l'asile politique. Et donc, pour moi, la fin qui a des déguisements de happy end, en fait, est plutôt c'est plutôt une fin triste, notamment si on prend en compte un peu la réalité de ce qu'est la demande d'asile en France, notamment de l'acteur lui-même qui joue Suleiman et qui s'est fait refuser 3 fois, je crois, sa demande d'asile. Pour moi, cette fin, elle est quand même plutôt triste. Alors c'est marrant parce que moi au contraire j'ai trouvé que la fin, alors c'est pas un happy end, on peut pas dire que c'est un happy end parce que vu tout ce qu'il a traversé et tout ce qu'il a dû sacrifier, notamment son grand amour,
pour venir en France. Et puisqu'il subit en France, on ne peut pas dire que c'est un happy end. Mais ce rayon de soleil qui partage son visage en deux parties, une partie plus sombre qui reflète un peu le passé qu'il vient de subir, et puis peut-être son avenir, je ne sais pas, c'est peut-être un peu schématique, mais en tout cas il y a ce rayon de soleil qui baigne son visage qu'on n'avait pas vu jusque-là, me semble plutôt indiquer que mine de rien, il a fini par réussir son entretien. Mais effectivement, il y a cette question qu'à un moment donné, il est soumis à un dilemme. Est-ce que ou pas, il doit craquer et rembobiner et dire oui, j'ai menti, je raconte ma vraie histoire, pas l'histoire d'un militant, mais l'histoire de quelqu'un de plus complexe et avec ses failles. Et c'est difficile aussi de se confier, il y a aussi ça. On sent que c'est aussi tout simplement juste difficile de se livrer face à quelqu'un qu'il ne connaît absolument pas. Oui, on le sent d'ailleurs, vraiment son émotion quand il dit au moment où on est passé par la Libye, il lui dit, c'est à ce moment-là qu'il en parle du film, je crois. Oui, c'est à ce moment-là. Il lui dit, on nous traitait comme des animaux, on sent qu'il n'arrive pas à en parler, quoi. Mais ce que j'ai aimé aussi, et dans cette gestion du temps aussi, tu sais, c'est le moment où il a ce dilemme, est-ce que je dois craquer? Elle lui dit, c'est bon, allez-y. Là, beaucoup d'autres cinéastes seraient tout de suite passé au craquage. Il aurait craqué, il aurait éclaté en sanglots, etc. Là, je crois qu'il a son dilemme, on le voit sur son visage pendant bien 1 minute dans le film. Mais vraiment, et là, on est là, mais c'est insupportable, en fait. Et effectivement, et après, donc, il enclenche son récit. Et là, comme lui, il a un parcours particulièrement poignant, on a l'impression que ça émeut la fonctionnaire, même si les contre-champs sur elle sont pas si parlants, mais il me semble quand même qu'une émotion affleure chez elle. À la fin, évidemment, elle ne dit pas si il va être pris ou pas, mais elle lui dit dans les deux cas, on vous enverra un courrier, etc. Mais en tout cas, qu'il soit pris ou pas, ça me semble un moyen assez brillant de montrer la ligne de départage un petit peu artificielle de pourquoi on accueille quelqu'un ou pas. C'est-à-dire l'asile politique, t'es un militant, tu as été tu étais une victime dans ton pays, tu as levé le poing, tu t'es syndiqué ou tu t'es mis dans un parti, tu t'es révolté contre ta condition, d'accord, là tu as été un héros, ok, on te prend. Mais tu es une victime d'un ordre social, quand même, on sait bien que l'Afrique n'est pas aussi pauvre par hasard, qu'il y a une histoire extrêmement compliquée avec l'Occident. Et donc là, en fait, on ne les accueillerait pas juste parce qu'en fait, eux, ils auraient subi sans se révolter. Oh, tu t'es pas révolté, alors tu as suivi le courant, tu n'as pas été un héros et donc on ne te prend pas, quoi. Non mais c'est ça, je suis complètement d'accord avec toi, ça révèle vraiment l'absurdité de ces critères d'accueil. Parce que dans les deux cas, en fait, il s'agit de la même, de la même personne, quoi. Qu'il ait été militant ou pas, c'est un gars qui a galéré pour venir en France et qui, maintenant qu'il est en France, il galère complètement. Et donc c'est en fait toute cette rhétorique de oui, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et à partir du moment où on a dit cette phrase, il va falloir faire le tri entre ce qu'on va considérer comme de la vraie misère, donc par exemple des gens qui sont opprimés politiquement dans leur pays, et les autres, quoi. Ouais. Mais le film là-dessus est vraiment brillant pour montrer à quel point c'est absurde, en fait. Mais en tout cas, le film, de ce point de vue-là aussi, est un peu d'intérêt public, j'ai l'impression. Oui, c'est... Disons que je pense que c'est un film qui essaye de révéler une vérité enfouie sous les stéréotypes du débat public actuel. Donc un film assez salutaire, je dois dire, et qui va au-delà d'un programme qui aurait pu être un petit peu verrouillé. Et non, c'est un film assez vibrant, même si... Mais ça, c'est mon humble avis. On n'atteint quand même pas les sommets de films de certains films de Ken Loach. Mais enfin bon, là, c'est vraiment faire de la fine bouche. On est quand même devant un bon film. Voilà, merci, on va s'arrêter là. À une prochaine fois. Salut.